Welcome to Globe Watch with me, Charles Ebune, airing today from the Tunisian embassy here in Yaoundé, Cameroon. Man proposes and God disposes, says one verse in the Bible, and so was the case this year. German Chancellor Angela Merkel, Pope Francis, and an Eritrean priest were tipped to be the top winners of this year's Nobel Peace Prize award. But unfortunately, the Norwegian Oslo-based committee decided to surprise the rest of the world. The Tunisian Quartet, a group of 4 civil society organizations responsible for stabilizing the country after the 2011 Jasmine Revolution, was awarded the prestigious prize for promoting stability and social cohesion in the country. So, why is Tunisia considered a success story of the Jasmine Revolution, of you like the Arab Spring, and other countries affected by it simply a failure? Ambassador Jalal Snoussi, welcome to Globe Watch. Merci beaucoup, je suis ravi et honoré d'être l'invité de l'émission Globe Watch et je vous remercie pour l'invitation. Quand vous venez de signaler à la présentation, donc je vais essayer de partager avec vos auditeurs quelques réflexions sur le prix Nobel que la Tunisie vient de recevoir. Nous voulons d'abord savoir votre réaction après ce prix qui a été accordé au quartet tunisienne. Pour la Tunisie, c'est un moment, parce que ça continue jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire que c'était un moment, donc c'est un moment historique, c'est une bouffée d'oxygène pour la Tunisie, surtout dans leur contexte actuel de problèmes économiques et sécuritaires. Donc les Tunisiens sont remplis de joie, de fierté, et aussi il y a une part de surprise parce que personne ne s'attendait que la Tunisie puisse être récompensée par ce prix. Vu le nombre de candidats, il y a autour de 273 candidats, dont 205 personnalités et 68 organisations internationales ou régionales. Et parmi les illustres candidats, il y a le pape François, il y a la chancelière allemande Merkel, il y a aussi les victimes des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Donc cette année, c'est le 70e anniversaire de l'attaque nucléaire américaine. Donc c'est un sentiment de fierté. C'est un message aussi que le comité Nobel adresse à tout le monde, et en particulier à la Tunisie. Donc c'est surtout pour mobiliser la communauté internationale pour le succès de cette jeune expérience. Okay. Vous voulez parler d'un élément de surpris sur ce prix qui a été accordé au quartet tunisien. Ce quartet tunisien, de quoi il consiste? Le quartet, d'abord, l'idée de le quartet, c'est un quatuor, donc c'est une entité composée de 4 membres, donc des principaux acteurs de la société en Tunisie, de la vie politique, la vie sociale aussi. Donc il y a l'UJTT, c'est la principale centrale syndicale en Tunisie, qui a une longue histoire, qui a été dans toutes les batailles politiques menées en Tunisie depuis elle a été créée en 1946, donc en janvier prochain, l'UJTT va célébrer son 70e anniversaire, donc c'est une grande organisation nationale. Il y a aussi l'UTICA, c'est le patronat, c'est le JICAM tunisien en quelque sorte. Lui aussi, le patronat, c'est une organisation très ancienne, donc elle est née une année après l'UJTT en 1947, donc en 2017 elle célébrera aussi son 70e anniversaire. Il y a deux autres membres très importants parce ils sont composés de militants qui ont été toujours dans l'opposition par rapport à l'ancien régime. C'est la Ligue tunisienne des droits de l'homme, c'est la première ligue dans le monde arabe et en Afrique.
Et aussi, il y a l'Ordre des avocats. Donc, ces deux organisations, les deux dernières organisations, surtout, elle est connue pour son militantisme et son opposition au régime. Ok. Quand vous regardez le travail abattu par le quartet tunisien, le comité du prix Nobel disait de leur contribution pour l'avancement du processus démocratique en Tunisie, pour leur rôle dans le maintien de la paix et la cohésion sociale. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, est-ce que vraiment ils ont mérité le prix? Que répondre? Quelle réponse attendez-vous d'un Tunisien? Forcément, je vais vous dire qu'elle le mérite. Et franchement, ce n'est pas parce que je suis Tunisien. Donc, le sujet me concerne à titre personnel. Donc, le quartet le mérite. D'abord, pour quelques principales raisons. D'abord, le quartet, elle était créée ou mise en place dans un contexte très pénible pour la Tunisie, où la crise politique a failli mener le pays à une guerre civile. Et même le comité du prix Nobel a signalé ça. Deuxièmement, le quartet c'est-à-dire a articulé son travail sur la notion de consensus. Donc, il a suggéré la situation qui était sur le plan politique très pénible, avec une structure alternative et pacifique en vue de dégager le pays de cette ornière, notamment la crise politique. Et donc, elle est venue aussi pour régler un problème, et c'est ça l'origine de la crise, un problème entre la majorité et l'opposition. Donc, pour l'opposition, au nom de l'intérêt national, il réclame la démission du gouvernement dont le bilan a été considéré comme un cinglant échec. Pour la majorité, au nom de la légitimité, ils résistent, ils veulent rester au pouvoir, au nom de la légitimité électorale, parce que la Troïka, c'est-à-dire les trois partis qui vainqueurs des élections d'octobre 2011, c'était composer le gouvernement. Donc pour la Troïka, au nom de la légitimité électorale, elles veulent rester au pouvoir. Donc il y avait ce conflit-là. Bien sûr, la rue a aussi son importance dans ce contexte-là, parce que chacun, vous savez, la majorité a ses propres militants, partisans et sympathisants, comme la majorité aussi. Donc la majorité et l'opposition, chacun peut compter sur sa propre force de mobilisation populaire. Donc ça a été un grand conflit où la rue s'était mêlée. Il y avait des semaines de manifestations. L'un manifestait avec l'opposition, l'autre manifestait avec la majorité. Donc ça a été un contexte très difficile. Okay. Et le mérite du quartet, c'est de sortir le pays de cette impasse très pénible, très difficile. Donc voilà. Vous étiez en Tunisie quand la révolution a commencé. 4 ou 3 ans après la révolution, est-ce que vraiment il y a eu des changements? Il y a eu certainement un changement, sinon on ne peut pas parler de révolution de Jasmin ou de pays qui a été le déclencheur du printemps arabe. Donc il y a eu un changement dans le sens que la Tunisie maintenant essaie d'enraciner un modèle, son propre modèle démocratique, alors qu'avant on était dans une dictature. Donc rien que ça, le contraste est là et donc la différence est là. Donc maintenant en Tunisie, après une période de 4 ans de transition, où les institutions et les instances républicaines étaient provisoires, maintenant et désormais on a un pouvoir, une république ou un État, c'est-à-dire permanent, qui n'est plus provisoire. Il y a eu des élections en 2014, des élections législatives et présidentielles. On a eu, en janvier 2014, la Tunisie a promulgué une nouvelle constitution. Donc tout ça, le cheminement de tout ça, c'est que la Tunisie est maintenant dans une
dans une phase de démocratisation. Certes, bon, la phase est pénible comme toute phase de changement, mais le résultat, il est là. Donc on est maintenant en démocratie, alors qu'avant, on était en dictature. Rien que ça, c'est toute la différence. Beaucoup de critiques du système actuel vont vous dire ce que vous venez de dire à ses limites, que la liberté de presse n'est pas absolue, surtout avec l'adoption de la loi antiterrorisme qui met un peu de blocage sur la liberté d'association, de presse, de formation politique. Est-ce que l'avancement ou bien la présence du terrorisme ne pose pas un problème sur l'expérience démocratique tunisienne aujourd'hui? Le terrorisme pose un problème partout où il passe. Donc même les États-Unis ont un problème de terrorisme, la France comme dernièrement, l'Angleterre, le Madrid, ce sont des démocraties traditionnelles, mais ils font face au terrorisme. Le Cameroun aussi, elle fait face au terrorisme. Donc personne n'est à l'abri, aucun pays n'est à l'abri du terrorisme. Le terrorisme, là où il passe, il crée des problèmes. Donc ce n'est pas spécifique à la Tunisie. Donc c'est quelque chose de transversal à travers le monde. Pour revenir à la loi sur la loi antiterroriste, c'est une loi réclamée par toute la classe politique et la société civile. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, peut-être il y a des lacunes, mais ça a été approuvé par l'Assemblée des représentants du peuple. C'est l'Assemblée nationale, comme le Cameroun, c'est l'Assemblée nationale. Donc elle a été approuvée par les élus du peuple. Donc c'est une volonté populaire pour adopter cette loi. Et ça a été adopté. Maintenant, vous me dites qu'il y a des problèmes au niveau de la liberté d'expression et de la presse. Je vous disais depuis tout à l'heure que la Tunisie, c'est une jeune démocratie. Elle est en train de faire son propre apprentissage, selon sa culture, sa personnalité. Il y a des problèmes qui peuvent exister comme toute expérience. Et puis on est encore, comme on dit, on est encore à l'école primaire de la démocratie, on n'est pas à l'université de la démocratie. Donc le jour où on sera à l'université de la démocratie, ce jour-là, ce genre de questions ne se poseront pas. Donc c'est une jeune expérience. Le prix Nobel aussi était là pour saluer cette jeune expérience et pour la citer en exemple, surtout pour les pays africains et arabes où la démocratie ne décolle pas. Donc c'était ça, parmi les messages que le comité du prix Nobel a essayé de transmettre à tout le monde, et en particulier aux Tunisiens. Donc c'est une réussite, au moins du point de vue du comité du prix Nobel, l'expérience de la Tunisienne est une réussite. Dans une large mesure, disons une réussite. Donc, ce n'est pas une réussite entière et pleine et entière au total, mais une réussite quand même par rapport à la situation qui prévalait il y a 5 ans, par rapport même à l'hostilité de l'environnement régional, malgré les problèmes internes qu'on a, problèmes en termes économiques et sécuritaires que la Tunisie subit actuellement et accuse actuellement. Donc, pour moi, je ne peux pas dire le contraire. Pour moi, l'expérience est une réussite, quand bien même les problèmes qu'elle peut créer. Donc, vous savez, comme toute révolution, n'importe quelle révolution au monde, et ça c'est historiquement prouvé, la révolution fait sortir le meilleur et le pire de la population. Elle vous sort le meilleur et le pire aussi. Il y a des phénomènes qu'on n'a jamais eu en Tunisie. Okay. Le phénomène du terrorisme, là, la violence armée, c'est quelque chose d'étranger à notre culture, à notre personnalité. Mais ça est sorti avec la révolution, que voulez-vous? Comme toute révolution, le meilleur et le pire sortent en même temps. Ok. Nous sommes en train de discuter de l'expérience démocratique tunisienne comme une réussite de la révolution Jasmar de 2011. Selon vous, pourquoi les Tunisiens ont réussi et d'autres pays où le printemps arabe est passé, c'est un échec total? D'abord, en Tunisie, pour répondre à votre question, il y a un aspect culturel, un aspect institutionnel et politique. Sur le plan culturel, la Tunisie est connue pour sa culture de tolérance et d'ouverture. C'est un pays séculier, donc je ne dirais pas laïque, mais laïcisant. Donc ça, c'est important. Sur le plan institutionnel, comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, en Tunisie, on a un État
puissant qui a été construit petit à petit depuis 60 ans. Donc l'État est là. Contrairement au Libye, par exemple, à la Libye, où la notion d'État n'existe pas. Donc c'est pour ça que ça a parti, disons, excuse-moi le terme un peu trivial, ça a parti en vrille en Libye, parce qu'il n'y a pas un État. En Tunisie, par exemple, pendant la révolution et les émeutes et le sang qui est versé, l'État est resté là, l'administration fonctionnait, il n'y avait ni coupure d'eau, ni coupure d'électricité, le marché est toujours bien approvisionné. Il n'y avait pas ce genre de problème. Donc la présence d'un État fort explique aussi la réussite de l'expérience tunisienne. Et aussi le côté culturel. Et en plus aussi, il ne faut pas oublier que chronologiquement, la Tunisie était le premier pays qui a été le déclencheur de le printemps arabe. Et notre expérience a pratiquement surpris tout le monde, même les Tunisiens ont été surpris de l'évolution, parce que c'était une révolution, parce que la révolution tunisienne est une révolution pratiquement atypique, elle n'a jamais existé dans l'histoire. C'est une révolution sans leader, sans programme, sans encadrement politique. C'était spontané. Tous les Tunisiens parlaient de la même voix, poursuivaient un même objectif, c'est-à-dire pour déloger la dictature. Aussi, c'est un élément dont il faut tenir compte pour expliquer la réussite. Le fait que les puissances occidentales ne sont pas directement entrées en Tunisie, est-ce que cela explique partiellement le succès de la révolution tunisienne? Parce qu'en Libye, il y a eu une intervention étrangère, c'est le cas avec la Syrie, en Libye, en Égypte, c'était un peu le cas. Oui, comme je vous expliquais tout à l'heure, la Tunisie était le premier pays qui a déclenché le printemps arabe. Donc, ce bouleversement, disons, a surpris tout le monde. Même les puissances occidentales ont été surprises par ce qui s'est passé en Tunisie. Donc même ceux qui voulaient intervenir en Tunisie n'ont pas eu même le temps d'intervenir. Et puis, comme je me répète, tous les Tunisiens étaient sur la même longueur d'onde pendant cette période. Et les Tunisiens, comme j'imagine dans tous les pays, les Tunisiens sont jaloux de leur souveraineté aussi. Ils ne veulent pas une intervention étrangère. Ils veulent prendre en charge leur pays et assumer le destin de leur pays. On n'avait pas besoin, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'une intervention étrangère pour prendre en charge le destin de notre pays. C'est ça ce qui explique peut-être qu'il n'y a pas eu d'intervention étrangère, et heureusement, parce que la réussite du modèle, ça vient aussi de là. Donc les Tunisiens ont pris en charge leur pays et eux ont décidé de la manière et le timing de tracer le destin de leur pays. Voilà. Parlons de la réussite tunisienne, mais vous savez, la violence est récurrente aujourd'hui dans le monde arabo-musulman. Il y a le phénomène dit État islamique ou bien le Daesh qui recrute les jeunes partout dans le monde, et les estimations actuelles donnent un chiffre de 3000 jeunes Tunisiens qui font partie de ce groupe terroriste. Comment expliquer tout ça? D'abord, avant de répondre à vos questions, je veux lever une ambiguïté. Vous parlez d'État islamiste. Moi, je dénie à ces personnes-là, à ces terroristes-là, le terme islamique. Ils ne sont pas des islamistes, et ce n'est pas un État islamique, c'est une secte terroriste. Donc déjà, il ne faut plus parler, parce que implicitement, vous associez l'islam à ce genre de pratiques horribles et sanguinaires, ce qui n'a jamais été la profondeur et l'âme même de l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam, tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce qu'on voit actuellement en Irak et en Syrie, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc cette ambiguïté levée pour parler de terrorisme en Tunisie, les jeunes qui sont recrutés en Syrie et en Irak au profit de cette secte terroriste qui est Daesh. Donc je dirais que le mal, là, c'est un héritage de la dictature. Parce que
Et le manque de liberté d'expression, le manque de liberté d'opinion, l'absence de toute liberté de conscience aussi. Donc ces gens-là étaient étouffés pendant la dictature. Comme je vous disais tout à l'heure, toute révolution, de par l'histoire de l'humanité, toute révolution fait sortir le côté, le meilleur et le pire aussi de chaque population. Donc le pire, c'était ça. Le pire, c'était ça. Puis les jeunes, parce que finalement, pourquoi il y a eu une révolution en Tunisie? Parce qu'il y a eu des centaines de milliers de chômeurs, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de précarité et beaucoup de déséquilibres sociaux au niveau du développement régional, par exemple, et même au sein des catégories sociales, et même dans les régions plus ou moins nantis, comme les régions côtières et le Grand Tunis, tout ça, il y a des problèmes sociaux, pas seulement à l'intérieur de la République. Donc les jeunes étaient en majorité en chômage. On a par exemple autour de 250 000 jeunes chômeurs qui ont des diplômes universitaires. Vous imaginez un peu la frustration au moins de ces 250 000. 250 000 qui ont des diplômes universitaires. Donc tout ça, ils n'ont pas trouvé un modèle dans lequel ils se reconnaissent, ils n'ont pas trouvé un répondant de la part du gouvernement. Donc ça explique qu'ils ont trouvé peut-être un quelconque idéal dans le djihad et dans la lutte au nom de l'islam. Peut-être ils ont trouvé le moyen de s'épanouir, de s'affirmer personnellement dans ce genre d'actes. Bientôt, les vainqueurs ou bien ceux qui ont gagné le prix Nobel de la paix vont voyager en Oslo, la capitale norvège, pour assister à la cérémonie de remise symbolique de recevoir le prix. Quelle responsabilité impose ce prix à la communauté tunisienne, étatique, société civile et un Tunisien ordinaire? Donc, le prix n'est pas seulement une récompense, c'est aussi une responsabilité, c'est une mise à l'épreuve de la société tunisienne, toute catégorie sociale et tout courant politique confondu. C'est une mise à l'épreuve. Pour nous autres Tunisiens, il faut capitaliser sur ce courant de sympathie à travers le monde, sur la médiatisation qui a été faite sur la Tunisie. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne connaissent même pas où se trouve la Tunisie avec ce prix-là. Même géographiquement, les gens savent maintenant où exactement. Donc le prix Nobel aussi, c'est un plan c'est un plan de communication finalement. Donc c'est à nous de profiter et de rentabiliser ça et de mettre en valeur ce prix et surtout de lui donner des perspectives opérationnelles en matière économique. Il faut rentabiliser ça d'un point de vue économique. Essayer avec ce prix-là de maximiser les investissements, d'attirer un plus grand nombre d'investisseurs, de drainer des ressources et des moyens pour l'économie tunisienne. Donc il faut ce mouvement-là, ce mouvement de sympathie, il faut le rentabiliser concrètement en matière économique. The Tunisian ambassador to Cameroon, Jalel Snoussi, thanks very much for being guest on Globe Watch. Merci à vous et je suis très honoré de cette interview. Merci beaucoup. You're welcome. Merci.